Si Madame Sœur veut bien nous rejoindre. Merci. Je vais procéder à l'appel avant tout. Frédéric Besset est présent, Laurent Tarassi, Marielle Ernoux, Stéphane Hautecoeur, Estelle Sueur, Jean-Michel Mazet absent, pouvoir à Stéphane Hautecoeur, Christelle Terre, Sébastien Roth, Jean-Paul Recourt, Éric Muller, Eva Salvador, Marie-Annick Laroche, Sylvie Poyet, Valérie Véron absente, pouvoir à Marielle Ernoux, Fabiola Basselin, Sandrine Marsal absente, Brigitte Dubois-Lombard absente, Renaud Pradinck, Jérôme Jean, Caroline Legros-Humblot absente, excusée, Laurent Salier, Christine Delafosse. Alors, elle avait dit qu'elle pouvait être là, peut-être qu'on pourra la rajouter si elle est en retard, mais pour l'instant, je ne la compte pas. Sébastien Boguert, Magali Mrugalski, Frédéric Bettencourt, absent excusé, Michel Verte, absent excusé, Pascal Ribouillard, absente excusé. À l'heure où nous parlons, il y a 18 présents. Si les services en sont d'accord, plus 2 pouvoirs, merci. Ce qui fait 20 votants. Je vous remercie. Je vous propose de désigner un secrétaire de séance et j'ai eu un candidat très tôt dans la soirée qui s'appelle Stéphane Hautecoeur, donc autant lui faire ce plaisir s'il n'y a pas de voix contraire, d'avis contraire. Voilà. Je vous propose de passer au point 2 qui est l'approbation du procès-verbal de notre dernière séance du 12 février où nous avions traité notamment des orientations budgétaires. Vous avez le document dans vos liasses. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Je dois vous rendre compte d'une décision que j'ai prise en votre nom qui consiste en la signature d'une convention avec la SPA, le site d'Essuillet, concernant le fonctionnement et la gestion de la fourrière animale et des services qu'elle nous rend à compter du 1er janvier pour une durée de 3 ans. Donc en fait, je ne vais pas détailler tout ce qu'ils font pour nous, mais c'est un service complet. Voilà, nous abordons une séquence budgétaire qui va me faire passer le micro bien vite à Laurent Tarassi, qui va évoquer d'abord des sujets 2025 et aussi le budget unique 2026, qui m'amènera à redire quelques mots avant qu'il rentre dans ce détail du point 6, mais on n'en est pour l'instant qu'au point 4, s'il te plaît. Merci Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. Donc nous allons commencer par le point 4 qui est le compte financier unique 2025. Alors pour mémoire, vous vous souvenez, avant on votait un compte administratif, c'était un premier vote, et ensuite on votait le compte de gestion qui était la vérification par la trésorerie que nos comptes étaient justes. Donc on votait 2 fois. Là maintenant on a un compte financier unique qui regroupe les deux en fait. C'est une procédure qui est entièrement dématérialisée et qui permet la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable. Donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fiable. Donc je vais vous donner les chiffres et ensuite nous voterons et la présidence lors de ce vote sera assurée par le doyen ou la doyenne de l'Assemblée et le maire ne participe bien sûr pas à ce vote. Donc pour la partie fonctionnement, nous avons enregistré les résultats de fonctionnement 2024 qui étaient à hauteur de 568 653,86 €. Nous avons ajouté à cela un résultat de fonctionnement de l'AFR. L'AFR, c'est l'association foncière de remembrement, qui est une association qui a été dissoute le 25 février 2025. Nous avions voté ensemble la dissolution et donc nous récupérons une petite partie, c'est-à-dire 101,68 €. C'est pas énorme. Il y a eu également la dissolution du SMIOS et nous avons eu un résultat de fonctionnement donc négatif cette fois-ci de moins 4 651,53 €. Cette année, nous avons eu des recettes de fonctionnement 2025 à hauteur de 9 146 646
€, et les dépenses à hauteur de 9 388 404,86 €. Pas d'affectation en investissement, ce qui fait que nous avons un excédent de fonctionnement en 2025 à hauteur de 322 345,97 €. Pour la partie investissement, nous avions un résultat d'investissement excédentaire 2024 de 537 126,77 €. Nous avons rajouté la partie investissement associée à la dissolution du SMIOS, qui cette fois-ci était positif à hauteur de 6 687,48 €. Cette année, nous avons eu des recettes d'investissement 2025, donc à hauteur de 2 738 856,11 € et des dépenses d'investissement à hauteur de 2 602 479,81 €. Ce qui fait un excédent de fonctionnement encore un petit peu meilleur, à hauteur de 680 190,55 €. La somme des deux excédents fait un résultat cumulé à 1 2 536,52 €. À cela, on va retirer bien sûr tout ce qui reste à réaliser. En fonctionnement, il n'y a pas de recettes, mais il y a des dépenses. Donc on retire 129 537,05 €. Et en investissement, on a des recettes en reste à réaliser. Donc ça vient s'ajouter, c'est du positif, 275 332,80 € et des dépenses, donc tout ce qu'on a commencé, engagé en 2025 et qu'il faudra répercuter sur le budget 2026. Et donc là, c'est moins 469 098,49 €. Le solde des restes à réaliser en investissement, ça fait moins 193 765,69 €. Et donc, en additionnant tout ça, le résultat définitif de clôture avec les restes à réaliser se monte à 679 233,78 €. Voilà pour le compte financier unique 2025. Est-ce que vous avez des questions? Ou on peut tout de suite passer au vote? Ça vous va? Donc la doyenne, si je ne dis pas de bêtises, c'est Eva. On va attendre que Frédéric sorte de la salle. Et Eva, je te laisse organiser les votes. Merci. Je vous demanderai de voter ce compte. Oh. Ah, d'accord. C'est mieux comme ça. Bon. Donc, je vous demanderai donc de voter. Je vous demande s'il y a des votes contre. S'il y a des abstentions, donc le compte il est voté. Merci Eva. Et donc Frédéric, le compte financier unique est voté à l'unanimité. Merci Laurent, merci à tous. Et en plus, pour une fois, je n'ai pas entendu ce qui se passait. D'habitude, il y a une petite enceinte dans le couloir, et là, c'était même pas le cas. Donc, j'étais dans le flou. Alors, point 5, affectation du résultat 2025. Merci. Donc, effectivement, le point 5, en fait, ces excédents, l'idée, c'est de se dire, on en fait quoi? Pour l'investissement, il n'y a pas le choix, il faut le laisser en investissement. Donc, on vous propose d'inscrire au compte 001, solde d'exécution d'investissement reporté en recette, la somme donc, de 680 190,55 €. Et en fonctionnement, on aurait pu se dire qu'une partie de cet excédent de fonctionnement, on le bascule en investissement. En revanche, comme on a pas mal de restes à réaliser, et notamment en dépenses de fonctionnement, on vous propose de laisser la totalité de l'excédent, donc au compte 002, résultat de fonctionnement reporté, en recette, la somme donc de 322 345,97 €. Voilà. Les deux excédents calculés, on les remet au même endroit, fonctionnement et investissement. De vous proposer de voter là-dessus. Merci beaucoup Laurent. Y a-t-il des remarques?
des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Alors, sur le budget unique 2026, Laurent reviendra sur la notion d'unique. En tout cas, je considère, en tout cas, en ce qui me concerne, qu'il est unique pour deux raisons. La première, c'est qu'on est en année électorale. Ça, c'est pas la première fois, mais par rapport au mandat qui s'achève, c'est évidemment une année particulière, puisque, comme je l'ai déjà dit à la discussion des orientations budgétaires, mais il faut le redire, nous avons choisi de faire un juste milieu entre deux exigences importantes. La première, c'est la continuité des actions de la mairie, et nous ne nous voyions pas retarder le vote de ce budget et la lier à la mise en place d'une nouvelle équipe, quelle qu'elle soit, ce qui peut prendre quand même quelques temps. Donc nous avons fait non seulement les orientations budgétaires, mais aussi le budget chiffré qui va vous être présenté par Laurent. Par contre, l'autre principe également important, c'est le respect de la démocratie qui s'exprimera dans les urnes dimanche. Et donc, bien entendu, ce budget est une version 1 et quel que soit le résultat, il faudra la mettre à jour. Alors, il y a une mise à jour qui s'imposera à tous de toute façon. C'est l'autre raison pour laquelle ce budget est unique, c'est les incertitudes qui ont certes été diminuées depuis une dizaine de jours, mais qui sont encore présentes en partie sur les dotations que l'État va nous verser cette année. Laurent va y revenir. Mais c'est quand même unique d'avoir une telle incertitude au moment où on vote un budget. C'était un peu le cas l'année dernière, mais là, c'est encore pire. Donc, grâce au travail des services et à certaines démarches, nous avons pu réduire les incertitudes. On va y revenir, mais c'est quand même assez curieux. Et pour cela, il faudra donc, pour cette raison, il faudra donc revenir dans une version 2. Ça ne veut pas du tout dire que la version 1 qui est devant vous n'a pas de sens. Elle est totalement cohérente et elle est totalement sincère au sens comptable du terme. Mais il y aura des mises à jour et ça pourra peut-être se résoudre dans une version 2 qui pourrait être par exemple au mois de juin. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire au préalable, mais je reviendrai à l'occasion pour renforcer, j'en suis sûr, certains commentaires de Laurent. Merci Frédéric. Donc effectivement, nous allons passer au budget unique 2026. Donc vous avez un deuxième document pour cela poursuivre. Alors, oui, d'accord. Bien évidemment, le budget unique 2026, il s'appuie sur le débat d'orientation budgétaire que nous avons eu le mois dernier, le 12 février 2025. Et je vous rappelle les lignes de conduite qu'on s'était fixées. Elles sont simples, il y en a deux. 1, c'est la poursuite des projets en cours. Et 2, l'amorce de nouveaux projets pour 2026 avec des études, en fait. Uniquement des études. Donc, en fait, ça va être relativement simple. Ça se traduit par ça, notre budget. On peut reparler du contexte actuel, et notamment le contexte économique et politique qui est quand même particulièrement tendu en ce moment. D'un point de vue économique, l'État a demandé un effort de 2 milliards d'euros aux collectivités pour la résorption du déficit public. Et puis d'un point de vue contexte politique, ce sont les guerres en Ukraine, au Moyen-Orient tout récemment, qui font que forcément il y a des impacts. Le contexte énergétique semble se stabiliser un petit peu, bien que, et on va revenir un petit peu plus loin. Je vous rappelle que la collectivité a la volonté de maintien de services de proximité de qualité, en lien avec la recherche d'un équilibre financier, ça va de pair tout ça. Et pour imager ce qui est des services de proximité de qualité, je vous rappelle qu'associé au rapport d'orientation budgétaire le mois dernier, vous aviez eu également un document sur les services rendus qui était annexé à ce ROB et qui permet d'avoir un descriptif exhaustif de tout ce qui se fait dans la collectivité, et c'est pas rien. Donc je ne vous rappellerai pas tous les petits chiffres qui sont dans le document-là, mais c'est beaucoup plus détaillé dans ce document-là. Il y a une recherche bien évidemment permanente de marge de manœuvre financière, à savoir que notre commune qui se situe dans la strate 5000 habitants, finalement c'est une situation qui est moins bien prise en compte par l'État que celle des villes plus grandes, qui souvent bénéficient de fonds dédiés aux politiques de la ville, et puis moins bien pris en compte aussi que les petits villages plus petits qui peuvent bénéficier de fonds spécifiques dédiés aux territoires ruraux. Donc en fait, on se situe à
juste au milieu, et on n'est pas tellement aidé en fait par tout ça. Pour exemple, notre dotation de fonctionnement, en 10 ans, elle a baissé de 1 137 000 euros. Ce qui n'est pas rien, en fait, hein, dans notre budget. Voilà. En 2025, la collectivité, elle a eu en même temps à gérer 2 situations. Une plutôt positive, avec une diminution du coût de l'énergie qui avait fortement augmenté les 2-3 années précédentes. Et en 2025, ça a continué un petit peu à baisser. Une stabilisation de l'inflation. Et puis, une revalorisation des bases des taxes locales par les services des impôts. Je vous rappelle que chaque année, ces bases sont réévaluées, ce qui fait des recettes en plus pour la collectivité, donc c'est plutôt pas mal. Ce qui fait que les habitants râlent et pensent que c'est nous qui augmentons les impôts, mais en fait, c'est pas nous. Nos taux communaux restent toujours les mêmes, c'est simplement les bases qui augmentent. Donc là, bon voilà, c'était ça pour 2025. Et puis, en même temps, il a fallu gérer des baisses de dotation de l'État, qui, vous allez voir, vont s'accentuer cette année, des fonds de soutien aux projets de collectivité qui ont baissé, et puis des hausses de cotisations retraite. Du coup, la collectivité s'est adaptée, avec une continuité du plan de sobriété de la ville, une accentuation de la recherche de financement, bien évidemment, tous nos projets, les services de la ville et particulièrement le service finance travaillent d'arrache-pied pour faire des dossiers et encore des dossiers pour solliciter les différentes instances qui pourraient nous aider. Mise en place d'une taxe annuelle sur les friches commerciales, on en reparlera un petit peu plus loin. Et puis une poursuite sur la réflexion sur les cessions immobilières. Je vous rappelle que nous avons tout un tas de terrains et de bâtiments que nous n'utilisons pas forcément ni beaucoup ni bien, et que probablement qu'il faudra se séparer de certains. En 2026, donc le contexte énergétique finalement était prévu continuer de baisser, et l'instance qui nous aide là-dessus, c'est le SE60, le syndicat d'énergie de l'Oise, qui nous avait estimé une baisse de moins 5% des coûts d'énergie pour l'année 2026. Finalement, alors c'est ce qu'on a inscrit bien sûr dans notre budget qu'on va vous présenter, parce que au-delà du simple coût de chacune des énergies, c'est-à-dire électricité et gaz, on a aussi nous tellement fait d'efforts sur tout un tas de systèmes, des nouvelles chaudières plus efficaces, des LED dans notre éclairage public, qui fait qu'on devrait aussi consommer moins. Donc on a quand même inscrit cette baisse, mais c'est vrai que ça nous refroidit un petit peu avec le prix des carburants qui augmente comme ça d'un seul coup en 15 jours. Bon voilà, ça refroidit un peu tout ça et on ne sait pas bien où on va. Concernant la fiscalité, cette année en 2026, donc il y a à nouveau une revalorisation des bases des taxes locales qui va donc faire des recettes supplémentaires. C'est 0,8% en 2026, l'augmentation des bases. Et globalement, et on y reviendra un tout petit peu plus loin, ça va nous faire une recette supplémentaire de 97 000 euros. Je vous rappelle qu'il y avait eu aussi la dissolution du syndicat de l'assainissement et de l'eau, le SIAE, il y a maintenant quelques années, et que nous devons, année après année, et jusqu'en 2026, donc c'est la dernière année, reverser les résultats de ce syndicat à l'AXO. Et donc c'est 67 000 euros chaque année que nous redonnerons à l'AXO. Un petit bout en investissement, un petit bout en fonctionnement. Bon, c'est la dernière année, c'est le dernier budget où on donnera ça. La loi de finances. Alors la loi de finances, c'est là où on va voir où ça nous impacte. Donc je vous parlais d'une coupe de 2 milliards d'euros sur les collectivités, qui va permettre à l'État de faire une résorption du déficit global. Pour nous, ce sont des dépenses supplémentaires sur lesquelles il faudra compter en 2026, notamment en fonctionnement et notamment sur la partie 0,12, c'est-à-dire tout ce qui est charge de personnel. Il s'agit de l'augmentation de la cotisation retraite de 3 points tous les ans, et ça pendant 4 ans. Donc on a commencé l'an dernier, 50 000 euros en plus. Cette année, c'est 50 000 euros en plus que l'an dernier. Donc en fait, c'est plus 100 000 euros par rapport à 2024. L'année prochaine, ce sera plus 150 000 euros par rapport à 2024. Et puis l'année d'après, plus 200 000 euros par rapport à 2024. Voilà, on prend 50 000 euros dans les dents pendant 4 ans. Des pertes de recettes qui se montent à 250 000 euros si on additionne tout. Ça commence par une diminution de la compensation de l'abattement sur les valeurs locatives industrielles de 19,3%. Alors c'est évalué à 100 000 euros, cette perte-là, parce que ça n'a pas encore été communiqué de façon exacte par les services de l'État. Donc on attend des confirmations, mais c'est une évaluation qui devrait être à peu près proche du résultat final, mais c'est moins 100 000 euros. On a une dotation
qui nous a fait très peur. Et on a été rassurés cette semaine par les services de l'État qui nous ont confirmé que notre calcul n'était pas si mauvais. C'est la DCRTP. La DCRTP, c'est la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. C'est une dotation qui est arrivée lorsque la taxe professionnelle a disparu il y a maintenant une quinzaine d'années. Et l'État, qui cherche à récupérer un petit peu d'argent partout, avait prévu de faire disparaître cette dotation-là. C'était moins 50 000 euros en 2025. Cette année, c'était parti pour être autant. Puis après, on a eu un premier message qui nous a dit non, ça risque d'être quand même beaucoup plus. Donc on est parti, nous, sur 100 000 euros de moins. Et finalement, on a eu un deuxième message qui nous a dit non, mais possiblement, vous allez tout perdre. Et en fait, tout perdre, c'était 400 000 euros. Et là, alors c'était vraiment très très chaud, la cata. Et puis finalement, cette semaine, on a eu une précision, un calcul précis, et donc on perdrait 127 000 euros. Donc notre 100 000 euros dans les calculs du budget sont plutôt bien et proches. On n'a pas pu réajuster bien évidemment à 127 000 euros, mais dans l'année, évidemment, comme vous le savez, on fait de temps en temps des décisions modificatives, et donc on réajustera à ce moment-là. Et donc ce sera ça, moins 127 000 euros. La loi de finances, alors exclut dorénavant du champ des fonds de compensation de la TVA les dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie. C'était parti comme ça, c'est-à-dire qu'on devait perdre 30 000 euros de plus, puisque c'est à peu près ce qu'on fait en termes de TVA sur justement tous ces travaux d'entretien de bâtiments publics et de voirie. Et finalement, d'aujourd'hui, on a eu la nouvelle, ce ne sera pas le cas, ce sera toujours bon pour ça. Donc en fait, on vote un budget avec des infos qui nous arrivent avec parcimonie, avec plus ou moins de précision, avec un délai dans le temps. Donc c'est assez complexe, quoi. Donc là, pour le coup, c'est moins grave que prévu. Ces 30 000 euros-là, on ne les perdra pas. La dotation globale de fonctionnement, c'est pareil, ça baisse, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Depuis 10 ans, on a perdu énormément. Cette année, on avait estimé perdre encore 20 000 euros. Et finalement, pareil, cette semaine, on a eu un bruit, alors on n'a pas encore eu la certitude, mais que probablement qu'on perdrait beaucoup plus que 20 000 euros, et ce sera peut-être de l'ordre de 70 000 euros. Donc voilà, à confirmer, d'où la décision modificative en cours d'année. Vous voyez d'ores et déjà que pour bien réajuster le budget, on aura à l'évidence besoin de refaire un point tous ensemble en cours d'année. On va avoir des recettes supplémentaires, mais très très faibles. Le DILICO, donc rappelez-vous, c'était un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales, c'est-à-dire qu'on ne nous a pas donné les recettes qu'on devait avoir, et de façon à faire souffler un peu l'État. Et par contre, année après année, en 3 ans, il nous redonne ce qu'il devait nous donner. Et donc c'est 8 000 euros qu'on va avoir en 2026. Et puis il y a une petite correction d'abattement sur les terres agricoles en matière de taxes foncières qui va rapporter aussi un tout petit peu. Bon voilà, tout un tas de choses qui ne sont pas réjouissantes. Globalement, les aides se maintiennent plutôt, c'est-à-dire que la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, serait maintenue à son niveau de 2025. Et vous allez voir, c'est important parce que tout à l'heure, on parlera d'APCP, c'est-à-dire des programmations pluriannuelles d'investissement. Et notamment, dedans, on a programmé des demandes de subventions et notamment de DSIL. Donc, c'est quand même très intéressant pour nous si le niveau de dotation est maintenu. Ça ne veut pas dire qu'on l'aura, mais en tout cas, ça veut dire que le paquet d'argent à partager, il reste le même. La DETR reste aussi à son niveau de 2025, mais en fait, ça ne nous touche pas trop puisqu'on n'est pas éligible à la DETR. Et puis le fonds vert, qui est aussi parfois une enveloppe que l'on sollicite, pour le coup, a une diminution cette année, et donc a priori 837 millions d'euros en 2026. Donc ça se maintient, voire ça diminue un petit peu les enveloppes d'aide. Voilà, je vous ai parlé de tout ça. Très bien. Petite chose aussi, alors c'est un petit peu anecdotique, mais finalement ça nous concerne, puisque ça parle des élus. Il y a eu en fin d'année 2025 la création d'un statut de l'élu local qui vient aussi du coup révaloriser les indemnités des élus locaux, avec un plafond de l'indemnité du maire qui passe de 55% à 58,3%. de l'indice brut terminal de la fonction publique municipale, et celle des adjoints qui passe de 22% à 23,32%. Et l'enveloppe budgétaire doit être calculée non pas sur le nombre exact d'adjoints, mais sur le nombre théorique d'adjoints. C'est-à-dire typiquement nous à Saint-Leu, pendant ce mandat on en a eu 7, et le nombre théorique c'est 8.
Donc il faut calculer le budget sur 8 adjoints. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un petit peu plus de 100 000 euros l'enveloppe pour l'année pour les élus. D'accord ? Voilà, ça devrait faire ça, ce petit ajustement, ça devrait représenter une petite hausse de plus de 10 000 euros à l'année. Les mesures proposées par la commune, je vous en ai parlé, donc je ne vais pas y revenir, si ce n'est sur la toute dernière, qui consiste à réduire les budgets prévisionnels du chapitre 011. Le chapitre 011, c'est la première ligne qu'on va regarder quand on va passer au tableau. Ça correspond aux charges à caractère général, c'est-à-dire en gros ce dont ont besoin les services pour fonctionner sur l'année. D'accord ? On a eu un premier jet, premiers échanges avec les services. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi tout de suite, en plein milieu de cet exposé, de remercier le service finance qui a beaucoup travaillé pour pouvoir rédiger ce budget qui n'était pas si facile que ça. Et 2, tous les services qui ont d'une part joué le jeu dans tous ces échanges et qui ont dû retravailler une deuxième fois quand on leur a dit c'est bien, mais en fait c'est trop. Donc il va falloir rebaisser un petit peu tous. Et donc on leur a demandé de faire un effort en moyenne de 8% par rapport à l'an dernier, de façon à pouvoir équilibrer notre budget. Donc c'est pas anodin, 8% de moins sur le budget de fonctionnement. Ça correspond... Pardon ? Charge générale, oui. 0,11. Ouais, ouais. Et donc du coup, sur le budget prévisionnel en 0,11, c'est une baisse de 176 000 euros qu'on a pu réaliser, de budget prévisionnel à budget prévisionnel entre 2025 et 2026. Voilà pour ça. Alors maintenant, si on passe au tableau, on peut commencer par les dépenses de fonctionnement. Donc vous voyez la première ligne, le 0,11, et vous voyez le travail qui a été réalisé. C'est-à-dire que, alors on vous montre la deuxième colonne qui est le réalisé 2025. Donc ça, c'est ce qui a réellement été dépensé. Et ça correspond grosso modo au CFU qu'on a voté ensemble, le premier point qu'on a voté ensemble. Et puis le budget prévisionnel 2026, donc c'est la cinquième colonne. Vous voyez que le budget prévisionnel, il était quasiment équivalent au réalisé 2025. Par contre, il est bien plus faible que le BP 2025 qui n'est pas apparent, de 176 000 euros. Et le fait de le faire égal le BP 2026 au réalisé 2025, c'est assez encourageant parce qu'en général, on dépense toujours moins que ce qu'on prévoit dans notre budget. Donc finalement, on va certainement dépenser moins que les 2 243 569 euros. Donc ça, c'est pas mal. Le 0,12, c'est la deuxième ligne. Donc il y a une augmentation pour le coup. Là, c'est un budget qui est tellement bien ficelé, bien calculé par notre DRH, qu'en fin de compte, entre le budget prévisionnel et le réalisé, il n'y a quasiment pas d'écart. On est quasiment pile poil. Donc en fait, la comparaison entre le BP 2026 et le réalisé 2025, elle est plutôt bonne. Vous voyez que l'écart, c'est 55 000 euros. Et en fin de compte, ces 55 000 euros, ils correspondent quasiment en totalité à l'augmentation donc de la cotisation retraite, la CNRACL dont je vous parlais tout à l'heure, là, les 50 000 euros supplémentaires par an pendant 4 ans. Voilà. Vous pouvez voir la ligne 0,42, donc il faut descendre un peu dans le tableau. Ça, ce sont les amortissements. On retombe à 948 000 euros. Alors c'est un point que j'avais peut-être pas forcément suffisamment expliqué la dernière fois, lorsqu'on a parlé du DOB et qu'on a fait l'analyse du réalisé 2025. Vous voyez qu'il y a un gros écart entre le réalisé 2025 et le BP 2026. On passe de 2 52 000 à 948 000 euros. C'est parce que dans le réalisé 2025, dans ces 2 millions-là, on retrouve le terrain que nous avons mis à disposition et vendu pour le projet Jean Massé et qui apparaît dans cette ligne-là pour un peu plus d'1 million d'euros. Donc en fait, vous voyez que finalement, l'amortissement, il est à peu près équivalent année après année, c'est-à-dire un petit peu moins d'1 million d'euros. Entre 900 000 et 1 million d'euros, ça dépend des années. Voilà pour cette partie-là. Donc si on garde en tête dans ces dépenses de fonctionnement la ligne en gras, totale dépenses courantes de fonctionnement, vous voyez qu'on est à 7 212 842 à retenir, parce que c'est ce qui va nous servir de calcul pour notre capacité d'autofinancement.
Pour les autres charges, alors oui, il y a une ligne 65 dont je ne vous ai pas parlé, c'est les autres charges de gestion courante. Vous voyez qu'elles restent à peu près équivalentes à ce qui se fait sur les années précédentes. Dans ces lignes-là, on retrouve notamment les subventions aux associations, et on va en parler en fin de conseil municipal. On va voter les subventions à nos associations cette année. On a inscrit 95 000 euros alors que l'an dernier nous avions réalisé 89 000 euros. On a eu aussi la subvention au CCAS qui est dans cette ligne-là, le 0,65, qui augmente donc de 6 600 euros, quand la subvention de la résidence autonomie, elle, diminue de 10 000 euros. Mais on va en parler un petit peu plus loin lorsqu'on votera exclusivement ce point de subvention au CCAS et à la résidence autonomie. Et on retrouve donc dans cette ligne 65, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la revalorisation des indemnités des élus. Ça fait plus 6%, et donc c'est à peu près 5 000 euros qui sont inscrits ici. Voilà. Voilà pour la partie dépenses de fonctionnement. Ensuite, on peut aller sur la partie recettes de fonctionnement. Alors je voulais mettre l'accent sur deux lignes en fait. La ligne 73 et 731, qui sont les impôts et taxes et les fiscalités locales. Et en fait, vous voyez, si la ligne 73 est à peu près équivalente, la ligne fiscalité locale montre une vraie baisse entre le réalisé 2025 et le BP 2026. Hein. C'est 6,3... pardon, c'est une augmentation là. Excusez-moi. On est sur la partie augmentation, c'est les bases de la taxe foncière qui augmentent. Et donc là, c'est 150 000 euros de plus. Par contre, c'est la ligne 74, dotation, subvention et participation. Là, c'est toutes les baisses que je vous annonçais. Et vous voyez qu'entre le réalisé 2025 à 1 485 000 et le BP 2026 à 1 286 000, c'est moins 13,4%. Donc là, ça correspond à quasiment 200 000 euros. D'accord ? Alors, si on détaille un peu ces lignes-là, sur la partie fiscalité locale, donc on a les 0,8% de la base qui augmente, qui fait augmenter les recettes par rapport aux taxes foncières. Et pour le coup, ça a été un sujet qui a été un petit peu décrié, c'est-à-dire les différentes constructions qu'on a pu faire dans ce mandat sur les 6 ans. Mais néanmoins, qui dit construction dit plus de taxes foncières, et qui dit plus de taxes foncières dit des recettes supplémentaires. Et les recettes sont... donc le global fait 97 000 euros en plus, et sur ces 97 000 euros, le dynamisme de la ville et les logements supplémentaires rapportent pour un peu plus de 70 000 euros dans ces 97 000 euros. Donc voilà, c'est pas anodin, c'est un des petits avantages. Le Dilico apparaît pour 8 000 euros, on en a parlé tout à l'heure. Et donc ça, c'est la partie positive. Sur la partie 74, qui donc baisse de 200 000 euros, on y retrouve, alors d'abord du plus, c'est-à-dire 53 000 euros parce que nous touchons 2 années de fonds de compensation de la TVA. C'est-à-dire dans ces 53 000 euros, il y a 29 000 euros qu'on aurait dû toucher en 2025. On a 15 000 euros de recettes CAF supplémentaires qui sont aussi un rattrapage de 2024 et 2025. On a la participation pour l'utilisation du complexe sportif Pascal Grousset de la part du collège pour 13 500 euros, qui aussi est un rattrapage 2024 et 2025. Donc tout ça, c'est du plus par rapport à l'habitude. En revanche, tout le moins dont on parlait, on a 17 000 euros de dotation générale de décentralisation qui sont perçus en moins par rapport à 2025. Ça, c'était dans le cadre de la révision du PLU. On la touche en 2025, on ne touchera pas forcément en 2026, d'où les moins 17 000 euros. On a eu le renouvellement du contrat dispositif cantine à 1 euro qui a été réalisé fin 2025, ce qui fait que le nouveau contrat est moins avantageux et nous perdons 23 000 euros. La DGF, donc moins 20 000 euros. La DCRTP inscrite à moins 100 000 euros. Et puis la compensation des exonérisations des taxes foncières appliquées sur les locaux industriels qui a été évaluée à peu près 100 000 euros. Donc tout ça fait que ça diminue un petit peu. Et si on revient sur le tableau, vous voyez que la ligne en gras totale recettes courantes de fonctionnement se monte à 7 908 000 593 €. Et donc si on fait ces recettes-là moins les dépenses courantes de fonctionnement, on arrive à une capacité d'autofinancement
Donc c'est un tableau un peu plus loin. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, Fabrice. C'est tout bon? Bon, ouais, je vous perturbe. Hein. Ouais, c'est un petit peu plus bas, ouais. Encore un peu. Encore un petit peu. Voilà, c'est là. Et donc, ces deux résultats, recettes courantes moins dépenses courantes en fonctionnement, nous amènent à calculer une capacité d'autofinancement à hauteur de 696 000 euros. Et si on y ajoute la dette à rembourser, c'est-à-dire les intérêts de la dette à rembourser, c'est-à-dire à peu près 100 000 euros, on finit par avoir une marge d'autofinancement avec charge et produits financiers à 596 000 euros. Donc, si on fait un petit stop là sur cette capacité d'autofinancement, vous voyez que ça a rediminué un petit peu là, ces dernières années. Et finalement, toutes ces recettes liées aux dotations de l'État qui diminuent petit à petit nous font baisser ces capacités d'autofinancement. À savoir que l'organisme qui nous aide dans toute la partie financière et qui nous conseille, nous dit que grosso modo, une ville comme Saint-Leu devrait être toujours, en termes de capacité d'autofinancement, autour des 800 000 euros au moins. Voilà. Et donc là, on passe dessous. Hein. Donc c'est un point d'attention et évidemment, pour les années qui viennent, ça va être un vrai sujet à travailler. Je remonte un petit peu, Fabrice, je reviens en arrière, juste pour reprendre le cours de l'exposé. Et pour revenir sur la DGF, donc la DGF, comme je vous disais, dans ce tableau-là, vous voyez la baisse qu'on a imaginée, c'est-à-dire que cette année, elle serait à 134 000 euros. 134 000 euros, c'est-à-dire 20 000 euros de moins que l'an dernier, qui était à quasiment 154 000 euros. Et en fait, on vient d'apprendre que la dotation forfaitaire, finalement, qui était de 81 000 euros, là, hein, vous voyez que la DGF, c'est la somme de dotation forfaitaire plus dotation de solidarité rurale. En fait, on perdrait quasiment l'entièreté de la dotation forfaitaire. Donc c'est en fait 80 000 euros qu'on perdrait par rapport à l'an dernier, et donc 60 000 euros supplémentaires par rapport à ce qu'on pensait être la baisse. Bon, c'est à confirmer, mais c'est vraiment pas un bon signal. Voilà pour cette partie DGF. On vous a mis un petit tableau aussi pour voir un petit peu, année après année, quelles sont les baisses, et notamment en additionnant la DGF, la dotation globale de fonctionnement, et la DCRTP, donc c'est la fameuse dotation qui est venue compenser la perte de la taxe professionnelle. Ben, regardez, en 2021, on était quasiment à 720 000 euros, et puis petit à petit, ça diminue comme peau de chagrin, c'est-à-dire que dans nos prévisions, là, c'est à 451 000 euros, mais finalement, si la DGF, elle perd 60 000 euros de plus, et si la DCRTP, c'est pas 100 000, mais 127 000 euros, en fait, on serait plutôt à 380 000 euros en 2026. Et en fait, on a perdu 340 000 euros, en fait. Voilà. En 5 ans, on a perdu 340 000 euros sur ces deux dotations. Donc c'est très inquiétant, hein, cette peau de chagrin de dotation et de ressources, de recettes de l'État, c'est vraiment très inquiétant. Reversement de l'AXO. Donc, au moment où on a rejoint l'AXO, vous vous souvenez, on a forcément dû aussi donner des compétences à l'agglomération. En échange de ces compétences, il y a derrière des coûts et des recettes qui sont calculés, et il en ressort une attribution de compensation qui nous est versée chaque année et qui est gelée année après année, sauf s'il y a le transfert d'autres compétences. Et en fait, on touche toujours la même chose depuis maintenant, vous voyez, depuis 2020, ça n'a pas bougé, c'est 2 423 801 euros, et 2026, ce sera la même chose puisqu'on n'a pas transféré de compétences. On verra, typiquement, si on se projette un peu, vous savez qu'il y a le projet potentiellement de transférer à l'agglomération la compétence associée à la base de loisirs, qui aujourd'hui est gérée par un conseil syndical de 4 communes, dirigé par 4 communes, dont nous, bien évidemment. Si jamais ça devait être transféré, évidemment, il y aura donc transfert de compétences et un calcul qui sera fait par un organisme qui s'appelle la CLECT au sein de l'agglomération et qui calculera exactement ce qui devra être retiré à l'attribution de compensation de Saint-Leu-d'Esserand en échange de la gestion totale faite par l'AXO de la base de loisirs. Les taxes locales, je ne vais pas en parler tout de suite puisqu'on a quelque chose plus loin.
Je vous ai parlé de la suite, c'est très bien. Eh bien, passons aux taxes. Alors, dans le budget qui était inscrit là, mais c'est un petit peu en avance de face finalement, nous vous proposons de ne pas bouger les taux des taxes. Donc, on parle de taxes d'habitation sur les résidences secondaires, taxes foncières sur les propriétés bâties et taxes foncières sur les propriétés non bâties, et on les laisse exactement égaux ce qui est au taux de 2025. On a un vote spécial après sur cet axe-là. Au 1er janvier 2026, va débuter pour la première fois la taxe sur les friches commerciales. Vous vous souvenez que c'était une politique, une direction sur laquelle nous voulions aller, l'idée étant de dissuader les propriétaires de laisser les locaux commerciaux inoccupés et de les forcer à les remettre sur le marché et de permettre à ce qu'il y ait une activité commerciale dans ces locaux-là. Donc l'idée, c'était de contacter tous les propriétaires de ces locaux et puis de leur dire, ben voilà, qu'est-ce que vous souhaitez en faire? Est-ce que vous voulez les redynamiser ou est-ce que vous voulez les transformer en locaux d'habitation, transformer de commercial à habitation? Parce que sinon, nous allons les taxer. Donc bien sûr, tout le monde a été entendu, on leur a expliqué, ça a été très pédagogique. À partir du 1er janvier 2026, le taux fixé est à 10%, c'est la première année d'imposition, 10%. Pour l'instant, les services fiscaux ne sont pas en mesure de fournir une estimation de ces recettes, sachant qu'ils veulent faire, eux aussi, une enquête préalable sur tous les locaux auprès des propriétaires, etc. Donc ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en œuvre. Mais néanmoins, officiellement, la date, c'est à partir du 1er janvier 2026. Bon, il faut juste savoir que cette nouvelle recette ne sera pas significative dans le budget communal. D'accord, c'est plus pour marquer le coup que pour vraiment faire des recettes. Hein. On est bien d'accord. Voilà pour cette partie-là. Si on passe à l'investissement. Alors l'investissement, je vais juste vous parler d'une seule ligne, hein, finalement. C'est la ligne en gras, totale dépenses courantes d'investissement. Vous voyez qu'on est à quasiment 2 400 000 euros. Voilà, quasiment. C'est un petit peu plus que les années passées. Et en fait, ça ne concerne que 3 grosses choses d'un point de vue investissement pur, et le reste, ce sont des études. La première partie, c'est l'aménagement du nouveau quartier Jean Massé et la nouvelle restauration scolaire. On passe à la deuxième phase, et dans cette deuxième phase, qui représente 1 413 000 euros, il y a 649 000 euros de travaux et 764 000 euros de paiement pour la VEFA. La VEFA, c'est vente en état futur d'achèvement. D'accord ? Au fur et à mesure que le bâtiment se construit, on paye une partie, un pourcentage du prix d'achat. Donc voilà, ça c'est le premier point, 1,4 million. La deuxième partie, c'est remplacement de l'élévateur PMR à la maison petite enfance. On a un élévateur qu'on transforme en ascenseur pour un coût de 169 000 euros. On a une sécurisation de la partie électrique, c'est-à-dire qu'on remplace le tableau général basse tension, qu'on appelle donc un TGBT, pour 62 000 euros à l'abbatiale. Et puis, on a donc des restes à réaliser qui viennent s'ajouter à tout cela. Et derrière, toutes les études que vous voyez en dessous, qui vont nous permettre d'initier les futurs projets qu'il y aura à faire sur le mandat. Donc, étude du gymnase Pascal Grousset, notamment de sa toiture, pour 30 000 euros. Étude du terrain Sauvafim, pour 20 000 euros. L'étude en question, c'est qualité des sols, etc., pour pouvoir potentiellement accueillir, par exemple, une fête foraine. Assistance à maîtrise d'ouvrage pour travaux d'entretien et de restauration de l'abbatiale, pour 15 000 euros. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de travaux. Je pense que vous vous en souvenez, hein, on avait fait faire des études pour savoir tout ce qu'il y avait à faire. L'étude globale disait grosso modo, il y en a pour 18 millions d'euros, une paille pour une ville comme Saint-Leu. Néanmoins, si on doit commencer par quelque chose, il faut bien évidemment prioriser tout cela et puis surtout se faire aider. Donc on a voté il y a quelque temps des histoires de mécénat pour pouvoir se faire aider. Et il y a aussi après tous les organismes qui peuvent nous aider, nous subventionner. Mais pour pouvoir bénéficier de ces subventions-là, il faut faire cette assistance à maîtrise d'ouvrage pour travaux d'entretien et de restauration de l'abbatiale par un organisme agréé, notamment par la DRAC. Et donc voilà, il faut absolument faire ça pour que ce soit super carré. On a un vrai projet avec le CMJ qu'on aimerait bien mener à son terme, à savoir la construction d'un petit terrain de basket 3x3. Donc pour cela, la première idée, c'était de l'installer au parc de la Garenne, et on va devoir faire une étude du sol du parc de la Garenne et du dimensionnement, bien sûr. Tout ça pour 15 000 euros. Étude de trafic
transit poids lourd. Vous savez que c'est un gros sujet, la traversée de la ville par des poids lourds, par du trafic de passage. Et donc cette étude-là pour 10 000 euros. Et puis ensuite, on a un petit solde de 10 000 euros sur la réhabilitation de la maison de la petite enfance. Mais voilà. 2,4 millions pour tout ça. Associé à tout ça, on rajoute, donc pas en plus de 2,4 millions, hein, c'est compris dedans, mais sur la partie de droite, vous voyez la demande des services en termes d'investissement sur tout ce qui est équipement. Et ça, c'est pour, à nouveau, leur permettre de mieux travailler, bien travailler et faire des services de qualité pour nos habitants, quel que soit le domaine. Hein, typiquement, tous les équipements qu'il faut pour nos services techniques, en termes de taille-haie, tondeuse, etc., bah, c'est là-dedans. Voilà, c'est de l'investissement. Et il y en a pour 181 000 euros quasiment. En face de ça, il y a des recettes. Des recettes. Alors, la première ligne, vous voyez, la ligne 10, dotation, on a un gros montant. Sur le BP 2026, on a 490 000 euros. Et on pourrait s'en réjouir, en fait. Hein, mais c'est simplement, encore une fois, qu'on n'a pas touché ce qu'on aurait dû toucher en 2025. Donc, comme on ne les a pas touchés en 2025, ben, nous les verse en 2026. Et on a 2 années, en fait, en une. C'est-à-dire 308 000 euros pour 2025. Et puis ensuite, 178 000 euros qui est a priori ce qu'on devrait toucher pour 2026. Non, c'est l'inverse, pardon. Oui, c'est 308 000 euros en 2026 sur ce qu'on a dépensé en 2025 et le rattrapage de 2025 qui est de 178 000 euros. Bref, le montant total fait 490 000. On a des subventions d'investissement pour 373 533 euros. Ces subventions-là, c'est les restes à réaliser dont on parlait tout à l'heure, notamment en ce qui concerne la maison de la petite enfance. On a 216 000 euros de la maison de la petite enfance qui nous restait à recevoir. Et le reste, pour 98 000 euros, ça correspond à d'autres projets, tels justement le remplacement de l'élévateur par l'ascenseur à la maison de la petite enfance, 33 000 euros. Le TGBT, on en espère avoir 14 000 euros de subvention. L'acquisition d'un camion Ben dans les investissements des services pour 8 000 euros. Les diverses études, certaines sont subventionnées pour 13 000 euros. Et puis on a aussi le fonds de concours de l'agglomération. Chaque année, des villes de moins de 5 000 habitants de l'agglomération peuvent avoir une aide de l'agglo de 30 000 euros qui doit être fléchée sur un projet d'investissement. Donc bien évidemment, on fera ce qu'il faut pour les avoir cette année. Donc des subventions. Et puis, pour équilibrer la partie dépenses qu'on a vu juste avant, 2,4 millions, on a inscrit un emprunt d'équilibre de 398 100 euros. Donc cet emprunt d'équilibre, il est là pour équilibrer les budgets d'investissement, sachant que l'idée, et on a déjà procédé comme ça hein, par le passé, l'idée c'est évidemment en cours d'année de faire un point précis, de voir ce qu'on va pouvoir décaler, parce que dans tout ce qu'on a prévu, il y a des choses qui chronologiquement ne vont pas pouvoir se faire certainement dans les temps prévus et qu'on va de fait décaler. Notre objectif, c'est de ne pas faire cet emprunt. Voilà. Il est inscrit, il nous permet d'avoir un budget équilibré, mais l'objectif, il est clairement de ne pas faire cet emprunt. Voilà. Donc, on a un point d'avancement, de réalisation budgétaire qui sera forcément fait au tout début de la rentrée, là, courant septembre, où là, on saura exactement où on en est par rapport à toutes les recettes. On saura exactement où on en est, particulièrement sur le projet Jean Massé, de tout ce qui vient là dans les mois qui vont suivre en termes de dépenses et où est-ce qu'on va pouvoir inscrire telle dépense et telle dépense. Est-ce que ce sera sur le budget 2026 ou le budget 2027? Et en fonction de ça, on décalera ce qu'il faut pour pouvoir ne pas réaliser cet emprunt. Pardon. Voilà pour ça. Si on termine par la dette, vous connaissez, on est passé sous la barre des 5 millions d'euros au 31 décembre. Je vous rappelle que sur tout le mandat, on peut s'en féliciter. En plus de tout ce qu'on a fait, on a quand même réussi à désendetter la ville d'1 million d'euros. Aujourd'hui, on calcule en général pour les villes une dette par habitant. Donc pour nous, là, c'est 1 039 euros par habitant. Ça correspond à ça. Bon, si on doit se comparer, parce que c'est toujours bien de regarder comment font les autres, hein, pour les villes de même strate, c'est-à-dire entre 3 500 et 5 000 habitants, et nous on commence à être à cheval sur la strate du dessus, mais on est toujours dans cette strate-là, l'endettement c'est plutôt 724 euros par habitant. Donc on est un peu plus endetté que la moyenne. D'accord ?
Si on compare avec l'Axo, par exemple, l'Axo, 11 communes. Sur les 11 communes, il y en a 3 qui ont une dette supérieure ou égale à Saint-Leu. C'est Creil, Saint-Maximin et Saint-Valais-Mélo. Et les 7 autres ont un endettement inférieur. Voilà. Ça permet un petit peu de voir où on en est et que finalement, la cible de continuer à se désendetter, c'est pas moche. Voilà pour cette partie-là. Je vous ai tout présenté. Je voulais vous lire aussi, parce que c'est tenu une commission finance. Et en général, à la fin de la commission finance, on se dit un petit mot voilà, un petit mot de synthèse. Un petit mot de synthèse. Et cette fois-ci, voilà ce qu'on s'était dit en conclusion. Cette grande incertitude sur les recettes nous incite à proposer à la collectivité de construire un budget prudent et, en conséquence, de ne s'engager qu'à poursuivre les projets en cours. À l'évidence, un point sera nécessaire en cours d'année de façon à prendre les mesures adaptées aux décisions de l'État quant aux dotations versées, des CRTP, etc. En 2026, un groupe de travail devra avancer sur la recherche de nouvelles pistes d'économie. Voilà, donc on souhaiterait bien évidemment que cette petite déclaration et propositions soient inscrites au PV. Et voilà, je crois que je vous ai tout raconté. Je ne sais pas si Frédéric, tu veux rajouter des choses. Merci Laurent, tu as dit l'essentiel. Néanmoins, effectivement, je voudrais renforcer certains points et reprendre un aspect plus politique au bon sens du terme. Le premier point, c'est que nous sommes au moment où chacun présente des projets à la population. Et c'est évidemment pas en ce moment même qu'on va se dire plus rien n'est possible, rentrez chez vous, il va rien se passer à cause de ce qu'on vient de dire. Il y aura toujours, et c'est pas la première année, mais c'est particulièrement le cas cette année, il y aura toujours un accélérateur et un frein, il y aura toujours des grands projets et l'attention aux moindres détails et au financement. Donc en ce moment, il y a une projection sur 6 ans et ce n'est pas les incertitudes de cette année qui vont nous faire renoncer à avoir des projets et de l'ambition. Donc ça, je veux vraiment le redire. Deuxièmement, l'ambition que nous avons eue depuis quelques années, et Laurent l'a dit, mais j'aurais vraiment le redire, elle se traduit déjà un peu dans nos chiffres de recettes, puisque relancer la construction, c'est pas pour se faire plaisir, c'est évidemment pas pour faire changer, faire passer la commune dans une tranche de population qui permettrait aux élus d'être davantage rémunérés. Ça c'est entendu aussi, mais ça fait partie des fake news. C'est avant tout, par contre, je dirais, un modèle de développement qui a des bons côtés. Laurent l'a dit, ça permet effectivement, au-delà de la revalorisation des taxes foncières auquel l'État procède tout seul comme un grand, on a plus de 3% de plus d'augmentation de nos bases qui viennent de l'augmentation de la base taxable, que ce soit des logements ou même des activités économiques. Et ce n'est pas terminé, puisque le projet Jean Massé amènera encore, premièrement, une augmentation de la base taxable, et deuxièmement, une nouvelle occasion de réouvrir des classes. Donc ça, je le redis, et c'est important politiquement au bon sens du terme. Troisièmement, Laurent a bien dit qu'il y avait eu un effort, et je remercie à mon tour tous les services et tous les adjoints d'avoir contribué à cet effort, un effort de 8% de baisse des charges externes, ce qui ne veut pas dire que... ce qui veut dire aussi que on sait très bien que les charges de personnel sont plus difficiles à réduire instantanément. Et si par contre on continue à bien équiper les services, c'est pour qu'ils travaillent toujours plus, toujours mieux, sans forcément être toujours plus. Voilà, le début du virage qu'il va falloir quand même, auquel il va falloir procéder. On ne pourra pas augmenter les effectifs dans le futur. Quatrième point, ça a été dit, mais je le confirme, il n'y a pas de dérapage de notre budget. La seule difficulté, c'est l'État qui dérape et qui nous fait porter d'une manière pas raisonnable, nous et à d'autres communes, la charge de récupérer un petit peu de ce qu'il n'a plus. Alors, on va approfondir ce constat. Ce syndrome des communes moyennes dont a parlé Laurent, il faut qu'on le
qualifie très précisément les dotations de l'État par habitant chez nous sont moindres que dans d'autres villes de l'Axo. Ça, je l'ai déjà constaté en participant au débat sur le pacte financier et fiscal de l'Axo. Mais on va préciser ça parce que il faut, pour se plaindre, il faut partir d'un constat inattaquable. Et une fois qu'on aura ce constat, je vous indique que j'aurai 4 leviers d'action, parce que on ne se contentera pas de se plaindre. Premier levier, amener les représentants de l'État à prendre conscience qu'on a effectivement, qu'on est plutôt maltraité. Et ça, c'est possible puisque je l'ai déjà fait pour les subventions d'investissement. Je me souviens encore d'être allé voir Madame le sous-préfet en lui disant « Madame, est-ce que vous pourriez imaginer combien de subventions d'investissement on a eu sur les 5 dernières années ?» En fait, je lui parlais. Cette conversation, c'était au moment où on a fait la maison de la petite enfance et où on essayait d'avoir des subventions. Et absolument, Laurent, on sortait d'une très grosse déception pour Pascal Grousset. Donc j'arrive en lui disant, depuis 5 ans, à votre avis, combien de subventions par an? Et elle me sort un chiffre qui était 10 fois la réalité, parce que je lui ai dit 45 000 euros par an. Et donc elle a fait un air qui montrait qu'elle avait compris le message et qu'elle était à notre écoute. Et on a pu être très aidés au niveau de la maison de la petite enfance. Et il faut que ça continue, c'est-à-dire que cette prise de conscience qu'il y a un problème sur les dotations de fonctionnement peut aussi amener l'État à moduler. Alors, on pourrait se dire la loi est la même pour tous, mais on sent bien qu'entre une orientation, par exemple votée au Parlement pour diminuer la DCRTP dont a parlé Laurent, et le calcul commune par commune de ce qui doit être gratté, il se passe des choses dans les ministères qui sont sûrement démocratiques, mais qui sont sûrement aussi faits sur par des intermédiaires qui sont chargés de mettre en musique, mais auxquels il faut aussi présenter notre cas. Donc voilà, une chose est d'accepter d'avoir 15 ans après une baisse, le principe de baisse d'une dotation qui avait été mise en place en 2010 pour nous aider à passer le virage de la taxe professionnelle. Une autre chose est de sucrer en une seule fois tout ce qui pouvait nous revenir. Donc l'effort, oui, mais l'effort raisonnable et planifié. Donc ce que j'appelle modulation. Ensuite, il y a compensation, puisque finalement, compte tenu de ce que je viens de dire tout à l'heure, si l'État nous donne moins en fonctionnement, eh ben, qu'il encourage davantage les quelques projets qui nous restera et les projets qui nous restera. Et c'est là où ce qui a été fait précédemment sur les subventions d'investissement pourra se refaire. Et puis, dernier levier, il y a un effet de levier qui est propre à l'AXO. Tout ce que je viens de dire était plutôt lié à l'État. Mais il y a le principe qui est que l'AXO, qui a des défauts comme toute collectivité et tout être humain, a quand même une grande qualité, c'est qu'elle aide et elle accompagne les projets des communes quand il y a des projets dans la commune qui ont une vraie résonance intercommunale. Je rappelle qu'on n'aurait sûrement pas fait de voie douce à 3,5 millions d'euros si l'AXO n'avait pas accepté d'en prendre la charge. Donc voilà un peu toutes ces ouvertures. Et puis dernier point, donc qui montre que nous n'allons pas nous laisser faire ni tondre. Et dernier point, dans le budget des dépenses, il y a bien le gros morceau Jean Masset. Et à l'évidence, le contraire serait quand même étonnant, il y a dès 2026 des dépenses liées au fait d'étudier et d'avancer vers une cantine et un restaurant scolaire. Je ne sais pas où j'ai lu cette idée saugrenue que nous nous contenterions d'une boîte vide. C'est franchement très surprenant quand on veut être responsable. À l'évidence, nous avons un projet qui ira jusqu'au bout et qui avance dès 2026 sur ce sujet. Voilà les quelques compléments que je voulais faire. Est-ce que sur ce débat central, il y a des remarques, des questions de la part des élus? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des votes contre cette présentation par Monsieur Tarassi du point 6, le budget unique 2026? Des votes contre, des abstentions, donc adopté à l'unanimité. Merci à tous et bravo
Laurent, est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît, sur les autorisations de programme? Merci Frédéric, oui bien sûr. Alors, pour les autorisations de programme, c'est le moment de prendre le petit papier qui vous a été distribué, parce que ce qui vous a été envoyé contenait une erreur, et donc voilà, vous avez la bonne délibération en papier à votre place. Donc là, on est en train de parler de l'autorisation de programme et de crédit de paiement. Donc, sur la version papier, vous voyez que depuis octobre 2022, où nous sommes passés à la M57, cette nomenclature financière-là, donc nous avons depuis créé des autorisations de programme et de crédit de paiement, ce qui nous permet de programmer de façon pluriannuelle nos gros projets. Sont passés par là la requalification de la rue d'Ardilière, la maison de la petite enfance, et puis là maintenant l'aménagement du quartier Jean Massé. Le dernier ajustement est en fait, conseil municipal par conseil municipal, et au gré des chiffres que nous avons de plus en plus précis, nous réajustons en fait ces APCP. Le 8 décembre 2025, ce sont les deux premiers tableaux que vous avez en page 2 qui parlent pour le premier de la maison de la petite enfance et pour le deuxième du quartier Jean Massé. Cette fois, nous vous proposons de réajuster encore une fois, et pour les raisons suivantes. Concernant le bâtiment communal de la maison de la petite enfance, nous voulons actualiser les montants de dépenses qui prennent en compte notamment les soldes de l'ensemble des entreprises et aussi le fameux remplacement de l'élévateur pour personnes à mobilité réduite, qu'on appelle un EPMR, par un ascenseur plus adapté aux besoins et qui était estimé à 131 000 € hors taxe. Donc ça, c'est réintégré dans le tableau de droite, en haut à droite. Puis la conséquence, c'est qu'il y a une demande de subvention qui sera effectuée auprès du département pour ces travaux d'ascenseur. D'accord ? Donc le tableau de gauche est remplacé par le tableau de droite et donc inclut l'opération ascenseur. Pour le tableau du dessous, ça concerne donc le quartier Jean Massé et le nouveau restaurant scolaire. Le tableau de gauche, c'est l'ancienne version. Le tableau de droite, c'est la nouvelle version. Et il permet d'inclure donc une actualisation du planning prévisionnel de réalisation des travaux avec décalage des versements de la VEFA. Vous voyez que sur le tableau de gauche, on devait payer 322 000 € de VEFA en 2025. Et en fait, on n'a rien payé en 2025. Et on va payer une grosse partie en 2026. Vous voyez, on a 763 000 € en 2026. Donc ça a été décalé. Et puis, on a également actualisation des montants de dépenses en tenant compte notamment de dépenses d'assistance à maîtrise d'ouvrage estimées à 40 000 € et de dépenses de maîtrise d'œuvre voirie pour l'avant-projet sommaire et les travaux à 60 000 €. Donc tout ça, c'est pareil, c'est inclus. Et donc, ça nous permet de réactualiser nos deux APCP. Voilà. Les trois petites flèches à la fin sont intéressantes aussi. Donc ces crédits de paiement correspondants sont et seront inscrits au budget primitif des exercices correspondants. Donc notre budget 2026, il est exactement raccord avec ce qui est présenté dans ces deux APCP. Ça précise que les reports de crédits de paiement se feront automatiquement sur les crédits de paiement de l'année N+1. Et bien évidemment, si on vote tout ça, ça permet à monsieur le maire d'engager les dépenses des trois opérations précitées à hauteur des autorisations de programme et à mandater les dépenses afférentes. Voilà. Merci Laurent. Y a-t-il des questions, des précisions, des remarques? Y a-t-il des votes contre sur ce point numéro 7? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Le vote des taux d'imposition, où tu as déjà dit l'orientation de l'année. C'est ça, donc il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Effectivement, c'est un vote à part du budget, même si on en a déjà parlé dans le budget. La proposition, c'est de ne rien changer, c'est-à-dire de laisser le taux 2026 à 19,63 pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, à 36,80 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, TFPB, à 72,57% la taxe foncière sur les propriétés non bâties, TFPNB. Voilà, il y a, dans cette délibération, il y a aussi des petites indications qui vous sont données, notamment qu'il y a une diminution de 12,5% de la base de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Bon, ok.
l'augmentation de 4,2% de la base de la taxe foncière bâtie, on en a parlé tout à l'heure, et puis il y a une stabilisation de la base de la taxe foncière non bâtie. Voilà. Merci. Là aussi, un commentaire plus global, puis, y compris d'actualité. Parmi les décisions de l'État qu'on a dû gérer, c'est cette fin de la taxe d'habitation sur les résidences principales, qui a été compensée comme dans d'autres cas par des dotations, sauf qu'on voit ce qu'il advient des dotations. Et puis les collectivités sont amenées à se concentrer sur la taxe foncière avec tous les excès qu'on peut nous reprocher à tort et à raison, puisque nous n'avons pas augmenté les taux, sauf une seule fois, je crois, sur le mandat. Et il y a même eu aujourd'hui une fuite médiatique qui renvoyait sur les communes la charge dans les prochains mois ou les prochaines années d'intervenir sur les bases qui seraient taxables en liaison avec certains attributs de confort des logements. Donc tout ça n'est pas sain puisque ça donne une sensibilité absolument exacerbée à la seule taxe qui nous reste, ce qui n'est pas normal. Il ferait mieux d'avoir un bouquet plus important et plus large de taxes sur lesquelles on ferait nos choix, mais qui permettraient de moins concentrer sur les mêmes contribuables nos besoins. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Y a-t-il des remarques, des questions à nouveau? Des votes contre cette stabilisation? Des abstentions? Je vous remercie. Subvention au CCAS. Merci Frédéric. Donc subvention CCAS. Alors la municipalité propose d'attribuer une subvention à 46 600 € au Centre communal d'action sociale. Alors, je vous refais l'histoire. En fait, on a un petit paquet de 50 000 € depuis très très longtemps qui nous permet de donner des aides, des subventions donc au CCAS pour une partie et à la résidence autonomie pour l'autre partie. Et en fait, depuis quelques années, on fait ça avec intelligence. C'est-à-dire que parfois, le CCAS en a plus besoin, parfois c'est la résidence autonomie. Pour la résidence autonomie, souvent, ce qui est déterminant, c'est le nombre de locataires dans cette résidence. Quand on est bien rempli, finalement, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'aide. Mais quand on n'est pas bien rempli et qu'il manque des locataires, c'est beaucoup plus critique. Cette année, la résidence autonomie a été très très bien gérée par l'équipe du pôle solidarité. On peut les remercier d'ailleurs. Et du coup, on a un remplissage très très satisfaisant, si bien que la résidence autonomie n'a pas besoin d'aide. Et le CCAS se porte aussi plutôt pas mal, étant donné qu'on a demandé un effort à tout le monde, à tous les services, pour tous les fonctionnements, de les fameux 8%. En fait, c'est venu en 2 étapes, donc c'était à un moment donné 5%. On s'est dit qu'on demanderait la même chose au CCAS et donc cette petite aide. C'est pour ça qu'il n'y a pas 50 000 € mais 46 600 €. Voilà. Et donc nous vous proposons d'approuver cette attribution de subvention. Merci. Oui, j'insiste bien. Aucune diminution de nos ambitions de politique de solidarité et notamment à nouveau parce que ces dépenses sont loin de ne passer que par la subvention au CCAS. Il y a aussi des frais de personnel qui sont pris en charge directement par le budget général. Voilà. Tarif habituel. Remarques. Questions. Vote contre. Abstention. Je vous remercie. Je vais peut-être initier la description du point après sur la subvention aux associations, donc le point 10. Vous avez un tableau détaillé dans vos documents et je vous rappelle que pour prendre part au vote groupé, chacun va le faire, mais en considérant que quand vous êtes membre du bureau d'une des associations concernées, nous considérons que la personne concernée n'a pas pris part au vote concernant l'association dont elle fait partie, au niveau d'un bureau. On ne parle pas d'être seulement adhérent. Pour résumer la situation, il y a donc pour les 18 associations sportives qui ont été aidées cette année, l'application
des mêmes règles, c'est-à-dire à peu près un même total qui simplement est réparti en fonction de la dynamique propre aux associations. Donc c'est un calcul variable qui prend en compte le nombre d'adhérents, l'implication réelle des associations dans la ville, la densité de leur activité propre, mais aussi leurs besoins financiers réels, puisqu'elles ont également d'autres sources de revenus, et dans ce cas-là, elles n'ont pas forcément le même besoin de l'aide municipale. Donc pour ces 18-là, rien ne changeait. Il y a une particularité cette année, c'est qu'il y a une association de gym qui a fermé, et l'association de judo qui a suspendu ses activités, ce qui a eu un effet collatéral sur l'Office municipal des sports, puisque le président de l'association de judo était le président de l'Office municipal des sports. Donc il n'y a pas de demande de subvention pour ces associations. Je dirais, nous avons fait le choix de ne pas réattribuer l'argent, entre guillemets, économisé aux autres associations qui bénéficiaient du même calcul que d'habitude. Donc nous espérons que, bien entendu, l'association de judo reprendra ses activités. Il y a en fait 2 pistes pour réactiver le judo sur Saint-Leu-des-Sangs. On aura l'occasion d'en reparler. Et nous espérons évidemment que l'OMS, au-delà de cette suspension très momentanée, va rejouer son rôle de fédération des clubs qu'il joue depuis plusieurs décennies. Sur les associations culturelles, il y a une petite augmentation pour certaines qui sont véritablement en augmentation d'activité et d'implication dans la ville. Pour les associations de solidarité, de sécurité, les associations scolaires, de développement durable, de devoir de mémoire, il n'y a rien à signaler en particulier. Et puis, c'est une autre type d'association, mais qui joue un rôle très utile également, c'est l'amicale du personnel, qui voit ses activités augmenter en termes de nombre d'adhérents. Et ça nous a amené, alors que la subvention municipale n'avait pas augmenté depuis 4 ans, ça nous a amené à donner un petit coup de pouce cette année, puisque le nombre d'adhérents se traduit par l'adhésion de cette association locale au CNAS, donc Comité national des actions sociales, et cette adhésion est proportionnelle au nombre d'adhérents, et donc si on garde une subvention fixe, on leur pose un problème majeur. Donc c'est pour ça que nous vous proposons ce petit coup de pouce cette année. Voilà ce que je voulais résumer. Si j'ai oublié des points, Laurent, n'hésite pas. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce point? Oui, Madame Seux. Je voudrais... Bonsoir. Oui, un petit mot juste pour remercier justement toutes ces associations. Monsieur Mazet n'est pas là ce soir, mais je pense qu'il serait d'accord avec moi. On a quand même la chance d'avoir des associations de qualité à Saint-Leu, que ce soit sportives comme culturelles. Et on fait plein de belles choses avec elles, ces associations. Donc je voudrais les remercier ce soir. Et puis leur dire que du coup, forcément, ils connaissent le fameux tableau qu'ils remplissent pour avoir leur subvention. Donc avec ce que tu as dit, Frédéric, voilà pourquoi certaines ont un coup de pouce, parce qu'elles participent vraiment très activement à la vie de la commune. Donc voilà, je voulais les remercier. Merci, très juste. Merci Estelle. Y a-t-il d'autres remarques? Des votes contre? Des abstentions? Donc cette attribution est actée. Et enfin, Laurent, si tu veux bien, une demande de subvention liée au projet Jean Massé. On est toujours dans un grand paquet financier. L'idée de cette délibération, c'est de renouveler la demande qu'on a déjà pu faire d'aide et de subvention pour le projet d'extension du centre-ville par l'aménagement d'un nouveau quartier avec un nouveau restaurant scolaire, phase 1. En fait, on avait commencé en mars 2024
avec une délibération qui approuvait le principe de la cession de 2 parcelles dans le cadre du projet d'extension du centre-ville quartier Jean Massé. En juin 24, la désaffection et le déclassement du domaine public de ces 2 parcelles dans le cadre du projet d'extension du centre-ville quartier Jean Massé. En juin 24 toujours, promesse de vente de ces 2 parcelles. Et puis en février 25, une demande de subvention DECIL pour les travaux d'extension du centre-ville. C'est ce qu'on appelait donc la phase 1. Il faut savoir que ce projet, et c'est pour ça que on a la possibilité du coup de demander des subventions conséquentes à la DECIL ou au Fonds vert. Ce projet, il est inscrit au contrat pour la réussite de la transition écologique, c'est-à-dire le CRTE. Et ça c'est tout concentré à l'agglomération, à l'AXO. Le projet représente des temps de travaux et des coûts importants pour la collectivité. Et donc, il y a une programmation pluriannuelle de travaux qui a été faite sur 3 exercices, avec donc des APCP, celles qu'on viendrait actualiser donc, sur une délibération précédente. Il y a une première phase donc, dans ce projet qui permet de faire les aménagements particuliers de l'école maternelle Jean Massé. Une deuxième phase qui consistera à faire la partie voirie, puis le choix d'un bureau d'études pour l'aménagement du restaurant scolaire. Une troisième phase pour l'aménagement et l'équipement du restaurant scolaire. Donc ça, c'est bien programmé. Dans la première phase, la collectivité a déjà engagé avec le SE60 des travaux d'enfouissement de réseau pour un montant de 197 000 €. Dans le cas de ce projet-là, comme c'est déjà programmé, subventionné par le SE60, on ne demandera pas d'aide, bien évidemment, au titre de la DECIL. Par contre, pour tout ce qui est, toujours sur la première phase, création d'un bâtiment de chaufferie pour l'école maternelle, l'installation d'une nouvelle chaudière, avec déplacement, des raccordements et compteurs électriques et gaz, tout ce qui est démolition dans l'école de l'ancien bâtiment de chaufferie et d'un garage et devant l'école d'un abribus. Pour ce qui concerne aussi la création d'une entrée temporaire avenue Jules Ferry pour l'école et la démolition du mur de la centre de la Jacquerie avec la pose de nouveaux portails et d'une nouvelle clôture. Tout cela, ça peut faire l'objet d'une demande de subvention au titre de la DECIL. Celle-ci donc a été déposée en 2025 et n'a pas été retenue, mais elle peut être redéposée. On peut insister. Et donc du coup, on y ajoute, on y ajoute la partie de 2026. Donc vous avez un tableau qui reprend sur toutes les premières lignes ce qu'on peut remettre de 2025, et puis la partie de 2026 qui a été inscrite dans la PCP et qui a été inscrite aussi dans notre budget. Et donc vous voyez pour un montant total de 656 245,50 €. Et à droite, vous avez les sollicitations d'aide, que ce soit avec la DECIL pour 52% du montant, donc c'est toujours sur du hors-taxe, bien sûr, et le département de l'Oise pour 24% du montant total. Voilà. Le conseil municipal est appelé à voter pour approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessus et autoriser monsieur le maire à demander une subvention au titre de la DECIL pour les travaux de la phase 1 estimés à 341 000 € hors taxe au taux de 52%. Merci Laurent. Là encore, question. Et des subventions auprès des cofinanceurs, donc c'est-à-dire le département. On demande la totale. Absolument. Y a-t-il des précisions, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors nous arrivons, puisqu'il n'y a pas de partie intercommunale particulièrement cette année, nous arrivons aux questions diverses éventuelles des élus, dans un premier temps. Je n'en vois pas. Deuxième temps, je propose, si une personne de la salle veut poser une question, de suspendre la séance pour le faire. Je rappelle en méthode que nous l'avons pratiqué, une suspension de séance, c'est une expression qui ne veut pas dire que la séance est tellement troublée qu'il faut la suspendre, mais au contraire, que nous suspendons la séance pour que le public puisse prendre la parole, ce que normalement il n'a pas le droit de faire si nous ne suspendons pas. Je propose de passer d'une vision complotiste du fonctionnement municipal à une vision ouverte. Et donc, y a-t-il effectivement une question du public? La réponse est oui, il y a moins de public que la dernière fois, mais la qualité est là. Bonsoir à tous. Alors moi j'avais une question, du coup c'est sur le volet de la petite enfance. Ça concerne l'ancien local qui servait de halte-jeu. Je voulais savoir si, déjà, quel est son avenir. Et en fait l'idée c'était
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez difficile de faire garder ses enfants sur la ville lorsque les enfants ne sont pas encore à l'école. Et c'est vrai que l'idée de, pourquoi pas, transformer ce local en maison pour les assistantes maternelles, parce que justement, pour avoir des enfants qui ont déjà fréquenté ce local avec l'Alte-Jeu, c'est un local qui est clairement bien situé, bien adapté. Et du coup, je voulais savoir s'il y a déjà des pistes pour réutiliser ce local, qui se trouve juste en dessous. C'était l'une de mes questions. J'en ai d'autres, mais il y a déjà celle-ci. Alors peut-être une deuxième après, oui. Mais je vais passer la parole à Marielle Ernoult pour sa dernière intervention sur la stratégie d'accueil de la petite enfance. Mais je précise d'ores et déjà que cette salle est déjà réutilisée, puisque il y a eu un jeu de chaises musicales qu'on a eu l'occasion de préciser, c'est que l'association Rayon de Soleil, qui avait une salle en permanence dans l'école de musique et qui utilisait la grande salle de l'école de musique 2 fois par semaine, a pu déménager ses activités en dessous de nous, dans cette grande salle. Et surtout, tous les midis, la salle est déjà utilisée pour accueillir dans de meilleures conditions les enfants d'âge maternel qui auparavant étaient en partie rassemblés avec les élémentaires, et en partie regroupés dans un petit local qui n'était pas extraordinaire. Donc ils ont vraiment trouvé de la qualité d'accueil, et c'est pour ça que la nature ayant horreur du vide, on a trouvé bien entendu des utilisations utiles pour ce lieu. Après, sur la question de savoir s'il faut accueillir une maison, ou plutôt une maison d'assistante maternelle, je laisse Marielle répondre. Bonsoir. Alors au niveau des MAM, ce qu'on appelle une maison d'assistante maternelle, on a eu plusieurs demandes de dossiers depuis plusieurs années. Malheureusement, à chaque fois, les dossiers posent des problématiques. Alors soit c'est financier, soit les personnes ne vont pas jusqu'au bout du projet. On n'a pas eu vraiment jusqu'à maintenant l'occasion de pouvoir monter, et le problème aussi, c'est que la plupart des assistantes maternelles, forcément, si elles veulent avoir un bénéfice, il faudrait que la commune puisse prendre en charge la totalité des charges qu'elles ont, et ça c'est un coût qui est quand même relativement important. Et le souci aussi, c'est que si jamais des assistantes maternelles pour X raisons ne viennent plus dans cette MAM, c'est une très grosse problématique pour pouvoir trouver quelqu'un en urgence. Donc voilà. Et je rappelle qu'on a quand même maintenant des assistantes maternelles qui sont à leur domicile, mais qui peuvent encore avoir de la place chez elles. Et ça, c'est important de le savoir. Et on a aussi maintenant deux micro-crèches qui sont installées sur la commune. Voilà. C'est exactement ça. Par contre, nous allons rencontrer des porteurs de projets de maisons d'assistantes maternelles parce que, en fait, il faut les considérer comme les autres porteurs de projets de services ou d'accueil ou de commerce. C'est-à-dire que on pourrait se dire il doit y avoir toujours une solution pour elles. Mais il y a une limite dans la participation financière de la commune, c'est celle qu'a rappelée Marielle, c'est que si le projet est vraiment de demander un loyer gratuit, c'est quand même compliqué, surtout dans le contexte financier qu'on a rappelé toute la soirée. En fait. Voilà, y a-t-il une autre question d'un autre membre du public pour diversifier ou du même membre? Et on dira que c'est la deuxième et dernière question avant qu'on invite tout le monde à prendre le verre de l'amitié et que je vous fasse un dernier remerciement avant de clore la séance. Alors, mon autre question, donc, elle concerne la circulation sur la ville. Je voulais savoir, parce que du coup j'ai vu qu'il y avait plusieurs études qui vont être faites prochainement sur certains projets. Là, ça concerne plutôt la rue Henri Barbuse, donc c'est la rue qui longe donc l'abbatiale. De l'étudier justement pourquoi pas éventuellement la réouvrir à la circulation, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui sur la départementale on est quand même sur une circulation qui est assez dense, avec aussi également l'arrivée des futurs habitants. Je pense que ça va densifier la circulation. Et c'est vrai que cette rue Henri Barbus, elle permet clairement d'esquiver le carrefour pour rejoindre
le Haut de Saint-Leu, enfin, ou pour rejoindre d'autres zones d'habitation. Et donc la rue Barbus, pour la situer, donc c'est la rue qui commence de ce côté-là et qui monte et qui longe du coup l'abbatiale. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui elle est fermée, elle est piétonne, et ça peut être une artère intéressante pour la ville pour fluidifier la circulation. Alors, cette deuxième question donne également l'occasion à Stéphane Hautecoeur de faire sa dernière apparition en scène. Merci Jamal. Comme tu le sais, bon, tu l'as montré et j'entends mes collègues réagir directement à ta question. Effectivement, c'est une rue qui est fermée depuis 23 ou 25 ans, je crois, maintenant. Pourquoi elle est fermée? Justement, puisque tu n'es pas censé savoir et vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a beaucoup de souterrains sur la ville de Saint-Leu et c'est une rue qui est fragilisée, justement, et des effondrements du mur de soudainement des jardins de l'abbatiale avaient déjà eu lieu. On a eu certaines pierres qui sont retombées et je m'adresse à toi, tu étais encore conseiller municipal à l'époque. On a dû justement mettre même des barrières, rappelle-toi, pour sécuriser les piétons. Le mur a été vérifié et consolidé, mais voilà pourquoi les vibrations des différents véhicules, voire petites camionnettes, pourraient être trop dangereux. Donc, belle réflexion, mais pas possible pour le moment, sans vraiment de grosses études et éventuellement renforcer totalement le sol. Très bien. Merci. Allez, si toi aussi tu veux donner un dernier mot. Alors si tous les élus sortants qui ne se représentent pas veulent donner un dernier mot, on n'est peut-être pas totalement sorti, mais... Je voudrais juste rajouter qu'en plus, sur l'étude qu'on a eue sur les jardins de l'abbatiale, on sait qu'on a un point qui est très très sensible au niveau du jardin, puisque historiquement, il n'y avait pas de terre aussi haut, c'était un ciel en espalier. Et donc, il y a un poids très très conséquent sur le mur. Et il y a un gros chantier pour revenir à ce que ça pouvait être il y a quelques siècles passés et faire qu'il n'y ait plus tout ce poids sur le mur. Donc, le poids sur le mur, plus de son parlait Stéphane avant, ça serait vraiment pas raisonnable. Il n'y a pas de danger avec le trafic piéton et vélo actuel. Mais voilà, ces raisons de sécurité qui ont amené nos prédécesseurs à fermer cette route sont également liées à ce que vient d'évoquer Sébastien. Après, le débat auquel tout le monde a participé ou contribué sur les conditions de circulation dans Saint-Leu, encore une fois, il est double, et il ne faut pas le mélanger. Il y a le trafic intrinsèque de transit, véhicules légers mais aussi poids lourds, et on sait ce qu'il en est notamment sur le pont. Et puis il y a la fluidité du trafic de transit pour lequel nous avons pris des choix courageux qui étaient de préférer un petit détour mais une capacité des rues dans les quartiers résidentiels à servir à la fois de lieu d'arrêt, de stationnement et de lieu de déplacement. Donc voilà. Donc au-delà de cette impossibilité technique réelle, on peut continuer le dialogue dans les prochaines années. Alors, chers collègues, je réouvre et je vais bientôt refermer. Je veux vraiment remercier l'intégralité des élus qui sont venus participer à ces 6 années de mandat qui ont commencé par cette particularité exceptionnelle du Covid. On a fait ensemble à la fois de la gestion de crise, de la gestion de grands projets, puis la gestion de services au quotidien. Vous le savez bien, vous avez tous contribué à faire avancer cette ville. Il y a des responsabilités différentes entre les membres du bureau et les conseillers municipaux, mais rien ne se serait fait sans le vote ici même de chacun d'entre vous, sans les préparations préalables évidemment avec chacun d'entre vous, ce qui ne se voit pas forcément vu du public, mais il y a eu des travaux préalables. Et je voudrais vraiment vous dire que vous avez bien mérité de la patrie, que ceux qui continuent, j'espère qu'ils mériteront aussi, mais en tout cas l'important c'est qu'il y ait débat démocratique. J'espère que ce débat démocratique, quels que soient les résultats de dimanche, continueront à avoir lieu, entre une majorité quelle qu'elle soit et une opposition quelle qu'elle soit. Nous avons effectivement regretté, je le dis comme je le pense, un
un vide démocratique depuis 4 ans et demi, et je pense que ce n'était pas, quelles que soient les raisons, il y avait moyen d'avoir un dialogue entre les représentants, quels qu'ils soient, d'une opposition et la majorité. On s'en serait encore mieux porté, mais maintenant le débat a lieu et je suis sûr qu'il pourra cette fois continuer après les élections. Voilà, bravo encore une fois d'avoir contribué à cette animation globale de la ville, à cette prise en charge de son avenir et au vivre ensemble. Voilà, il y a un mot de Monsieur Jean-Paul Raucourt. Bonsoir. Donc c'était pas prévu, surtout après votre mot de fin. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Madame Sueur concernant les associations. Alors, en tant que président de l'association, merci. Merci pour votre intervention. Vous avez remercié les associations et c'est très bien. On dit toujours que pour voir le bien vivre dans une commune, il faut voir le nombre d'associations. Et donc là, on peut voir qu'à Saint-Leu, on vit bien. On vit bien, vu le nombre d'associations. Et là, je mets ma casquette de président pour dire à tous mes collègues présidents qu'il n'est pas facile. Il n'est pas facile d'octroyer les subventions, qu'une subvention n'est pas un dû, mais elle se mérite. Et encore une fois, c'est pas facile d'attribuer les subventions. Vous avez vu le budget, hein. Il faut serrer, il faut être vigilant à toutes les lignes. Et donc, donner des subventions, encore une fois, c'est difficile. J'aurais aimé que Jean-Michel Mazet soit là pour qu'il entende mes remerciements. Parce qu'il y a eu un gros travail de fait. Un gros travail de fait pour l'attribution des subventions. Et là, je tenais à remercier l'ensemble du conseil municipal. Au-delà des subventions, il n'y a pas que les subventions, bien sûr. Au-delà des subventions, il y a aussi l'écoute, il y a l'aide qu'apporte la mairie à toutes les associations. Et donc là, en tant qu'association, je ne peux que m'en féliciter et les remercier. Voilà. Merci Jean-Paul. Alors du coup, tu me donnes une autre idée, sans rallonger exagérément la soirée. Y a-t-il d'autres élus qui voudraient faire une dernière intervention et dire un dernier mot? C'est possible. Si Jean-Paul a osé passer après ma conclusion, d'autres peuvent le faire. Ah du coup, personne n'ose. Tu veux recommencer? Voilà. Bien, non, j'insiste à nouveau, soyez très fiers de ce que vous avez fait et redisons-nous les choses de manière moins formelle tout de suite en buvant le verre de l'amitié avec le public. Merci à vous, très bonne soirée.